Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le podcast numéro 18 du laboratoire de la performance. Pour quelques questions aujourd'hui dans ce podcast, on va parler programmation d'entraînement. Ok, j'ai reçu une question assez intéressante, enfin plusieurs questions assez intéressantes. On va essayer de traiter les sujets sur plusieurs points de la programmation d'entraînement parce que c'est des points qui reviennent assez souvent. Je me dis que plutôt que d'essayer d'expliquer via des messages Instagram, eh bien en fait tout simplement j'essaie de répondre à des questions. Déjà moi ça me fait des sujets donc c'est plutôt cool à traiter. Au moins vous voyez comment est-ce que je peux penser. C'est qu'une interprétation des principes que j'effectue, d'accord? Donc c'est comment est-ce que moi je travaille, comment est-ce que moi je ferai. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, d'accord? Ça veut juste dire que c'est la façon que j'ai de faire. D'autres personnes qui sont peut-être plus expérimentées ou autres vous donneront d'autres détails. Ce qui compte, c'est plutôt comment est-ce que vous interprétez les choses et comment est-ce que vous mettez les choses en place. Donc on va pas tarder, on va directement attaquer dans le vif du sujet. Donc j'ai reçu une question de prépa physique 9638, d'accord, sur Instagram. Et on va essayer de décortiquer tout ça. J'ai le petit tableau blanc pour vous faire des petits dessins si jamais, que je prépare avec mon petit stylo. Et on va commencer avec comment déterminer la durée des cycles. Donc déjà, qu'est-ce qu'un cycle d'entraînement? Un cycle, ça peut durer entre 3, 4, 5, 6 semaines, ça dépend de ce qu'on fait. Ça sera plutôt la thématique qu'on va apporter dedans. Et moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est plutôt, comment expliquer? Pour déterminer la durée, si on parle de durée, ça veut dire que déjà, on a une date butoir. Donc pour pouvoir déterminer la durée d'un cycle, il faut déjà avoir une date de fin dans laquelle on ne peut pas dépasser cette date-là. Donc ça passe un peu plus sur l'aspect compétitif. C'est-à-dire que si j'ai forcément une date qui est fixée, je dis n'importe quoi, dans 8 semaines, ben je peux avoir un cycle, on va dire, de 8 semaines qui a pour objectif de préparer le sportif. Et ce cycle-là, je peux le diviser. Donc c'est un peu compliqué parce que la question, elle est, comment expliquer, elle est assez vague en fait, comment déterminer la durée des cycles. En fait, pour déterminer la durée d'un cycle, il faut déjà déterminer quelle échéance on va avoir, à combien de temps on est de l'échéance, et puis après dans le cycle, on peut mettre plusieurs définitions. On a dans la préparation physique, on va dire si on apprend ça comme ça, via, je ne dois pas avoir le livre par là, non j'ai pas le livre par là, mais par exemple Tudor et Pumba, ou Boompa, je ne sais plus comment ça s'appelle, Tudor Pumba, qui ont écrit un livre sur la périodisation d'entraînement, et sur différents types de sports, notamment pour le rugby et autres. Ils vous expliquent qu'on peut catégoriser les cycles en différentes sous-parties. On a les macrocycles, les mésocycles, et les microcycles. Okay, donc le macrocycle, c'est, on va dire, le grand thème du cycle. Donc si on reprend notre exemple des 8-12 semaines, alors on va dire 12 semaines, on a une échéance, on a une compétition dans 12 semaines, le macrocycle, ça sera préparation de la compétition. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, voilà, dans notre année, on a ces 12 semaines qui vont être consacrées à ça. Peut-être qu'après l'échéance, du coup, je vais avoir 12 autres semaines qui seront consacrées à autre chose. Donc on va écrire grand M, on va écrire ma, ok. Donc le macrocycle, on va dire que là, on a donc le macrocycle 1, c'est nos 12 premières semaines. On va dire que là, c'est macrocycle 1, ok, et c'est 12 semaines. Donc ça voudrait dire que potentiellement, je pourrais avoir un macrocycle 2 après celui-ci. Après cette compétition-là, je pourrais avoir un EMA 2, d'accord? De 8 à 12 semaines aussi, pareil. Mais un macrocycle, par définition, ça ne peut pas être juste 4 semaines. Parce que dans ce cas-là, au final, on a une préparation de compétition, mais on n'a pas le temps d'avoir de fluctuations et de découpage assez précis. Okay, donc on n'a pas le temps d'imposer une thématique. Dans ces 12 semaines-là, on va avoir des mésocycles. Donc on peut avoir plusieurs mésocycles. Comment est-ce qu'on va déterminer? En général, on fait des cycles de 4 semaines juste parce que c'est facile, c'est tout. Hein. Juste parce que c'est simple, parce que 4 semaines, ça correspond à un mois. Et on sait que mois 1, sur 4 semaines, on a telle thématique à répondre sur les adaptations. Le mois 2, pareil. Le mois 3, pareil. Et petit à petit, du coup, on se rapproche de l'échéance. Et donc, on va pouvoir être de plus en plus spécifique. Pourquoi 3-4 semaines? Parce que aussi, on estime qu'au bout de 3 à 4 semaines, on a maximisé potentiellement une adaptation physiologique qu'on a pu entraîner, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que on programme plus d'hypertrophie ou de force ou ce genre de choses, d'accord? Ça veut juste dire que dans ce mésocycle-là où on s'est concentré par exemple sur le développement de l'hypertrophie, eh ben là on estime que sur les 4 semaines pour cette rangée de répétitions, entre 8 et 12 répétitions, on a maximisé les adaptations qu'on pouvait avoir sur cet exercice-là, de cette façon-là, avec cette proximité à l'échec-là, pendant ces 3-4 semaines, d'accord? Donc comment est-ce qu'on les détermine? En général, 3-4 semaines, ça marche plutôt bien. Et puis même d'un point de vue business aussi, si vous entraînez des clients,
Donc là, je pense que la question est plus portée pour sa pratique personnelle. Mais si vous entraînez des clients, c'est bien de savoir, les gens aiment bien, j'en ai fait les frais, j'en ai fait l'expérience, les gens aiment bien que ça change toutes les 3-4 semaines en général. J'ai des personnes qui aiment bien quand ça change rapidement, donc je leur dis ok, on va changer plutôt toutes les 3 semaines, mais sache que je ne peux pas faire plus court entre guillemets parce que il faut qu'on essaie de maximiser les adaptations. Et il y a quand même des cas particuliers où dans la préparation physique, quand on est très contraint par le temps, admettons on n'a que 8 semaines, eh ben, on va quand même passer par des étapes de 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines pour dire ok, sur ces 2 semaines-là, on pose une première base d'introduction, de développement tissulaire, de connaissance des mouvements. Sur les semaines 3 et 4, on va intensifier un peu le tout. Et sur les semaines 4, 5, 6, là, on va plutôt envoyer quoi, un peu plus fort. Donc voilà, d'ailleurs, sur une semaine, sur une base de 6 semaines, où du coup on peut faire 1, 2, 3, 4 et 5, 6. C'est ça. Donc ce serait plutôt sur une base de 6 semaines où on aurait des découpages de 2 semaines. Donc ça va être contraint aussi par un peu le temps que vous avez, la durée des cycles. Mais en général, on se dirige plutôt vers des cycles de 3 à 4 semaines parce que si vous vous y prenez suffisamment à l'avance, vous pouvez le faire. Ça va aussi dépendre du niveau du pratiquant. C'est-à-dire qu'au plus on a un pratiquant qui est avancé, au plus on pourrait faire tirer un même cycle dans la même thématique. Par exemple, un débutant a besoin de plus de cycles d'accumulation ou de blocs d'accumulation. Il doit passer plus de temps dans une basse intensité avec des volumes qui sont plus élevés pour avoir un apprentissage technique, pour avoir une hypertrophie, pour avoir une coordination sur ses mouvements. Enfin, il y a un petit peu tout ça. Donc, pour avoir un développement de la capacité de travail, être en capacité à accumuler du travail aussi et augmenter du coup progressivement sa tolérance à la charge, ça c'est quelque chose qui est important. La charge au sens global, pas la charge juste le poids qu'on met. Plutôt la charge du style être en capable de tolérer 4 fois 10 répétitions sur un exercice. Le lendemain, peut-être encore 4 séries. Le surlendemain, encore 4 séries. Donc, pas pousser le truc trop loin parce qu'après, de toute façon, on a un rendement décroissant, mais ça peut être quelque chose d'important. Et puis quand on a, par exemple, on pourrait prendre un sport, n'importe lequel, le foot, 90 minutes à tenir, bon, ben ça, c'est quelque chose qui se développe aussi, la capacité à tenir du temps simplement dans un sport. Peut-être que le sportif, au début, il est fatigué au bout de 20 minutes et il est plus très performant sur le reste. Ben, à force de s'entraîner, de cumuler du volume de match, de course, ce genre de choses, ben, après, les 90 minutes représentent une part plus petite, entre guillemets, de sa pratique sportive que lui, il a à côté. C'est plutôt ça qui est dit. Alors, je ne sais pas si c'est clair ça, mais la capacité de travail, c'est quelque chose qui est important aussi. Ça, on peut la développer quand on passe des temps dans des blocs d'accumulation. C'est pour ça qu'on met les débutants en général, ou au tout début, quand on recommence quelque chose, on redémarre par ça. Du coup, on pourrait avoir des blocs de 12 semaines sur ça que sur de l'accumulation, par exemple. Donc on chercherait à créer de l'hypertrophie, avoir un travail technique et développer la capacité articulaire, la capacité de travail, ce genre de choses, pour ensuite passer sur des cycles qui sont un peu plus intenses. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Par contre, quelqu'un qui est un peu plus intermédiaire ou un peu plus avancé, en général, il a déjà construit une partie de la masse musculaire. D'accord? Donc peut-être qu'on passerait un peu moins de temps sur l'accumulation et on passera un peu plus de temps sur des charges un peu plus lourdes pour développer plutôt ses capacités à soulever des charges lourdes. Parce qu'il a déjà les tissus pour supporter cette capacité de devoir soulever des charges lourdes. Ça ne veut pas dire qu'il ne fera plus jamais d'hypertrophie de sa vie. Parce que dans les exercices accessoires et renforts, finalement, ils y sont quand même. Mais peut-être qu'on passera un peu moins de temps sur les hauts volumes dans des cycles où on a un peu moins de haute intensité. Donc ça voudrait dire que peut-être qu'on passera un peu plus de temps sur du 8 à 12 reps, du 6 à 8 répétitions, et un peu moins de temps pour un débutant, plus du 8 à 12, du 6 à 8 au début, même du 5 à 8, et pas trop en dessous. Et une fois qu'il est bien à l'aise, peut-être qu'on pourra aller en dessous sur la partie plutôt dominance-force, au-dessus de 80% du 1RM, pour essayer de développer du coup cette partie force. Mais pour ça, il faut avoir les tissus qui vont supporter cette force-là, qui va être générée par le système nerveux. Donc pour déterminer la durée des cycles, ça va dépendre du temps que vous avez à disposition. Et donc là, si on a 12 semaines, on pourrait décomposer en méso 1, méso 2, je vais mettre comme ça, peut-être que vous voyez mieux, et puis méso 3. Voilà. Et chaque cycle, du coup, fait 4 semaines, mais juste parce que ça rentre bien là-dedans, c'est tout. 3 fois 4, ça fait 12. Et donc après, derrière, ça c'est mes mésocycles, mais les mésocycles, ils ne sont pas obligés de durer forcément 4 semaines, ils peuvent durer un peu plus aussi. Par exemple, je pourrais avoir, c'est n'importe quoi, un mésocycle de 8 semaines, ici, orienté sur l'accumulation, ok. Donc voilà, accumulation. Et le mésocycle 3 de 4 semaines, orienté sur l'intensification. Voilà, c'est tout. Et là, du coup, ça va dépendre de la part que ça donne.
Donc ça peut être orienté comme ça. D'accord? Et à l'intérieur des mésocycles, ben, je vais avoir des microcycles. Et les microcycles, c'est plutôt déterminé comme la semaine. Mais la semaine, ce n'est pas forcément déterminé comme 7 jours. La semaine, c'est un peu vous qui déterminez. Si vous déterminez que vous voulez tourner sur 10 jours, 12 jours, sur une semaine de microcycles, vous pouvez. Si vous dites, ben moi ma semaine elle en fait que 4 et je passe directement à la semaine 2 de mon programme au bout de 4 jours, ben, c'est comme ça. C'est juste que vous allez tourner très très vite sur les adaptations. Et après, bon, ben forcément, vous squeezez un peu des jours de repos, mais ça peut être fait. En général, on fait un pas moins de 7 jours. Et souvent, ce qui peut être effectué, c'est tourner sur 10 jours pour accorder un peu plus de repos. C'est-à-dire que vous allez avoir, je dis n'importe quoi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et le lundi de la semaine suivante. Ben là, vous avez un jour d'entraînement, un jour d'entraînement, un jour d'entraînement. Donc vous avez 3 entraînements comme ça. Et le quatrième, vous le faites sur la semaine suivante. Et du coup, juste ça décale, mais ça vous laisse un peu plus de repos pour avoir le week-end de libre. Et là, ici, vous finissez votre première semaine d'entraînement. Donc c'est tout. C'est simplement ça. Et donc ça veut dire qu'après, la semaine d'après, on ferait mardi, jeudi, samedi. Et là, on le ferait le mardi, l'entraînement. Et après, on revient sur ainsi de suite. Ça permet juste de décaler et de créer un petit peu plus de récupération si vous avez des entraînements qui sont très très lourds. C'est tout. Donc ça, après, c'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez organiser tout ça. Donc la durée du cycle, ça dépendra de plusieurs facteurs. On ne peut pas répondre comme ça. Du niveau du pratiquant, du temps à disposition et du temps aussi qu'on vous impose, entre guillemets, et de ce que vous pouvez faire avec la personne. Voilà. En général, 3-4 semaines, vous ne pouvez pas vous tromper. Dans quel cas privilégierais-tu une périodisation plus qu'une autre? Alors ça, il y a différents types de périodisation. On va essayer de faire des schémas à peu près simples. Dans le temps, donc on a la périodisation, on va dire linéaire, ok. Donc la périodisation linéaire, ça veut dire que mon volume commence est très haut, d'accord, et mon intensité commence très basse et va monter au fil du temps. Voilà. Donc ça donne quelque chose comme ça. On a une périodisation qui est ondulatoire, qui existe, où on va chercher à faire onduler le volume et l'intensité au fur et à mesure, entre guillemets, des blocs, avec une tendance du coup qui va baisser et descendre. Donc finalement, c'est du modèle linéaire, mais intégré ici. Donc là, ça ne veut rien dire pour l'instant, mais on va voir après. On a la périodisation par bloc aussi qui peut s'effectuer. Par bloc, ça veut dire qu'on va fixer un certain niveau d'intensité, un certain niveau de volume, et on va passer du temps dessus jusqu'à ce que en fait, les deux se croisent à un moment donné dans tous les cas. Donc voilà, donc l'intensité va augmenter, le volume va augmenter. C'est juste qu'on va passer du temps dans certaines rangées de répétitions à une certaine intensité pour créer les adaptations. C'est tout. On a, c'est les plus grands modèles, on a des périodisations inversées, on a des périodisations qui sont aussi, comment dire, qui sont conjuguées. Donc la périodisation conjuguée, ça voudrait dire qu'on prendrait tout ça et qu'on le met sur un seul et même modèle. Mais en soi, tous les types de périodisation respectent la périodisation linéaire qui a été popularisée par Matveyev, vous pouvez aller chercher, parce qu'en fait, on a tous des volumes et des intensités qui vont tout le temps augmenter et descendre en fonction de ce que vous faites. Parce que le volume, c'est attrait à un niveau de fatigue qui est quand même important. Donc au plus j'ai un haut niveau ici de volume, au moins mon sportif est en capacité d'exprimer des hauts niveaux de performance parce que potentiellement il est fatigué. Donc c'est pour ça que, par exemple, pour la périodisation linéaire, ça fonctionne bien chez des mecs qui sont en powerlifting, mais ça aura du mal, entre guillemets, ça peut même pas être appliqué en fait en tant que ça, parce que ça voudrait dire qu'on a des premiers mois qui sont autour de 8 à 12 reps, et des autres mois qui sont plutôt autour de, je dis n'importe quoi, de 6 à 8 reps, et un autre mois qui est plutôt autour de 1 à 5 répétitions. Et ça veut dire qu'on négligerait complètement le fait que les accessoires, ils seront toujours dans un domaine d'hypertrophie en fait. Donc ici, là, on est plutôt sur de l'hypertrophie, j'aime pas trop le dire, mais sarcoplasmique, même si ça n'existe pas. Là, on serait plutôt sur une hypertrophie myofibrillaire, et là, on serait plutôt sur de la force, entre guillemets. C'est que des continuums, là, il y a de la force, là, il y a de la force, là, il y a de la force, là, il y a de l'hypertrophie, là aussi, là aussi. En vrai, on s'en fout, là, il y a un peu d'endurance de force, là aussi, bon, là, un peu moins, mais c'est plutôt des dégradés. Et donc, la périodisation linéaire, ça voudrait dire qu'on fait que ça tout le temps, sur toutes nos séries, sur toutes nos journées d'entraînement, que ça tout le temps sur le mois 2 par exemple, et que ça tout le temps sur le mois 3, en négligeant les autres. Donc le souci principal de cette périodisation, c'est qu'on néglige les autres qualités physiques. C'est-à-dire que ce que j'ai travaillé ici, au bout d'un moment, il va se perdre quand je serai ici. C'est-à-dire que je travaillerai ma force,
Mais la qualité d'hypertrophie que j'ai travaillée là, eh ben, entre ce mois numéro 1 et ce mois numéro 2, eh ben, elle n'existe peut-être plus. Ici, ça part du lot de postulat qu'on va aller travailler sur différentes qualités physiques ou sur différents niveaux d'intensité. Donc le jour 1, j'aurai du 8 à 12, le jour 2, j'aurai du 6 à 8, et le jour 3, j'aurai du 1 à 5. Et donc là, je viens de travailler sur ma qualité d'hypertrophie, là, je suis un peu en entre-deux, là, je suis plutôt sur ma qualité de force, entre guillemets. Voilà. Ça, on pourrait dire que ça pourrait même être un travail de vitesse, si on est plutôt sur la partie qualité physique. Ou alors, on pourrait dire que là, c'est un jour avec un haut volume. Ici, c'est plutôt un jour médium volume. Et là, c'est plutôt un jour bas volume. Okay, mais du coup, haute intensité, forcément. Ça marche aussi, HML, comme ça. Donc, soit on se base sur différentes qualités physiques qu'on va aller maintenir tout le temps, avec du coup un niveau de progression qui va différer. C'est-à-dire que si ça, c'est mon bloc 1, après le bloc 2, au lieu de faire 8 à 12, 6 à 8 et 1 à 5, je ferai 7 à 9, 4 à 7. Et là, plutôt autour de 1 à 3 répétitions, et ainsi de suite. Et du coup, je peux progresser comme ça. Et ça me ferait jour 1, jour 2, jour 3, par exemple, sur un même schéma de mouvement. Donc c'est plutôt comme ça. Comment est-ce qu'on choisit? Mais en fait, quand on intègre un modèle de périodisation, on intègre un peu tout. Tous sont intrinsèquement liés. On peut pas les délier. Parce que si je prends mon squat, par exemple, et que je progresse sur mon squat, et que je fais que du 8 à 12 tous les jours, je fais jour 1, 8 à 12, et jour 3, je refais mon squat, je refais du 8 à 12 répétitions, pour moi, ça ne va pas. Parce qu'il faut changer quelque chose. Il faut inclure de la pause, il faut changer légèrement la positionnement de la barre, ou alors on garde le même schéma de mouvement, mais au lieu de faire du 8 à 12, on va le travailler sur une autre qualité physique, un peu comme ils font en Whiteside Barbell. Donc ça, j'inviterai à voir, c'est la partie de l'école de Louis Simon. Donc tout simplement que dans tous les cas, on est obligé d'avoir un phénomène de baisse de volume et d'augmentation de l'intensité au cours du temps, mais on n'est pas obligé de rester uniquement sur un seul type de schéma de répétition durant tout le processus de baisse de volume et d'augmentation de l'intensité. Pareil pour l'ondulation, pareil pour le bloc, et finalement la périodisation concurrente, entre guillemets, c'est juste le développement des qualités physiques de manière non séquentielle. C'est-à-dire qu'en général, quand on utilise ce domaine-là, on va d'abord faire de l'hypertrophie, puis ensuite on va passer sur la force, puis ensuite on va passer sur la puissance. Mais déjà, le simple fait d'être dans un domaine ondulatoire, si là je fais de l'hypertrophie, si là je fais de la puissance ou de la vitesse et que là je travaille ma force, déjà je ne suis plus dans un domaine séquentiel. Parce que le domaine séquentiel, ça veut dire que là je passe 3 blocs entre 1 mois et 2 et 3 mois à faire de l'hypertrophie, 1 mois et 3 mois à faire de la force, 1 mois et 3 mois à faire de la puissance. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça veut dire que là, du coup, mon hypertrophie qui me permet du coup d'avoir plus d'unités contractiles, entre guillemets, pour pouvoir venir développer ma force, je l'ai perdu pour ma puissance. Donc c'est dommage, c'est-à-dire que j'ai perdu ma base qui me permet de développer la puissance. Et là, au fur et à mesure, ma force va décliner si je ne l'entretiens pas. Et donc je ne pourrai pas entretenir ma puissance, que la puissance, c'est le résultat de la force multipliée par la vitesse. Donc c'est dommage. Donc le modèle de périodisation concurrente, lui, il intègre du coup plutôt les méthodologies d'efforts maximaux pour du coup venir travailler la force, d'efforts de répétition pour venir plutôt travailler l'hypertrophie et d'efforts dynamiques pour venir plutôt travailler la puissance. Et donc ça, on a juste à le mettre sur différents jours. Si j'ai plus de place, si j'ai du coup sur mon jour 1 ici, on va effacer avec les mains, c'est pas grave. Si j'ai sur mon jour 1, il faudrait des tableaux plus grands avec c'est tout ce que je dis. Sur mon lundi, si j'ai mon effort max, après je le combine avec mon effort de rep sur la même séance. Le mercredi, pour l'effort max, du coup, je vais avoir un effort dynamique sur le même schéma de mouvement plus un effort de répétition. Du coup, pour un autre mouvement, je vais avoir un effort max ici, un effort de rep. Et pour le dimanche, du coup, je vais avoir mon effort dynamique de l'autre mouvement et de répétition. Donc là, comme ça, j'ai travaillé sur tous mes différents schémas. C'est tout. Et j'ai conservé ma partie d'hypertrophie. Et ici, j'ai conservé ma partie dynamique et ma partie d'efforts maximaux. Efforts maximaux, je pourrais commencer... l'école Whiteside Barbell, eux, le font faire sur du 3 reps. Je commencerai sur du 3 reps et je max, un top 7, par exemple. Pendant un mois, je reste sur du 3. Le mois d'après, je fais sur du 2. Le mois d'après, je fais sur du 1. Voilà, tout simplement. Et là, j'ai du coup périodisé, entre guillemets. Et là, je serai en rep max.
L'effort dynamique, on ne va pas aller dépasser les 5 répétitions. Donc peut-être que je pourrais faire plutôt un 8 x 5 parce que je ne veux pas créer de fatigue. Puis ici un 10 x 4 et sur le mois d'après un 10 x 3 par exemple. Toujours avec un effort très dynamique. Donc l'idée c'est d'aller maximiser le développement de la vitesse, pas de fatigue, avec des RPE qui sont plutôt orientés RPE 7, donc avec des répétitions en réserve, il faut que ça puisse bouger énormément. Et l'effort de répétition, du coup sur le mois 1, le mois 2, le mois 3, peut-être que sur le mois 1, sur l'effort de rep, ici, je pourrais être plutôt sur du 8 à 12 du coup, et du 12 à 15 peut-être, en fonction de d'autres trucs accessoires. Pour le mois 2, je pourrais peut-être être sur du 7 à 9 et du 10 à 12. Et pour le dernier mois, peut-être plutôt sur du 6-8 et du 8 à 10. Et donc finalement, j'ai tout le temps ici un effort lié sur l'hypertrophie, tout le temps un effort lié sur le développement de la force max et tout le temps un effort lié sur le développement de ma puissance. En ayant tout le temps un modèle qui a été intégré d'un point de vue linéaire parce que je descends en répétition et mon intensité augmente, mon volume diminue petit à petit aussi. Donc voilà. Et là ici, pareil, 8 x 5, là je reste sur le même type de volume ici. Et si je voulais descendre, je pourrais très bien le faire. Je pourrais très bien me dire, là je ferai qu'un 6 x 3. Et donc en fait, je pourrais même commencer ici avec un 10 x 5 et ici un 8 x 4 et ici un 6 x 3. Voilà. Par exemple, ça pourrait tout à fait fonctionner. Et là, je pourrais faire un seul top set de 3 répétitions sur mon effort max, un seul top set de 2 reps et un seul top set de 1 répétition. Et pour travailler avec un peu plus de volume, ajouter des back-off sets, tout simplement. Si j'avais besoin de rajouter plus de volume sur mon mouvement sur lequel je veux progresser. C'est tout. Donc, est-ce qu'on peut utiliser plusieurs modèles de périodisation en même temps? La périodisation conjuguée vous montre que oui. Et que ça serait un petit peu bête entre guillemets, de n'utiliser qu'un seul type de modèle de périodisation parce qu'en fait, c'est pas faisable dans la réalité. Voilà. Est-ce qu'en intensification, doit forcément être plus longue qu'une accumulation? Non. Une période d'intensification, en général, elle peut durer entre 4 et 8 semaines parce que de toute façon, on ne peut pas passer trop de temps non plus sur des hautes intensités parce qu'après, on commence à avoir de la fatigue qui arrive. Donc est-ce que ça peut durer plus longtemps? Pas forcément. On passe un peu plus de temps dans la partie d'accumulation et encore, ça va dépendre. On pourrait passer 4 semaines d'accumulation et 8 semaines pour un intermédiaire avancé sur la partie intensification pour développer plutôt des qualités de force entre guillemets et accumuler un peu de fatigue avant la partie de réalisation qui elle dans tous les cas sera un peu plus courte. Faut-il alterner entre des cycles accumulation et intensification? Alors enchaîner plusieurs accumulations et un cycle d'intensification ou plusieurs intensifications. Ça c'est pareil, ça va dépendre du temps que vous avez à disposition. Il y a des gens qui aiment bien faire on pourrait fixer un schéma de charge. On pourrait fixer par exemple, ok, je fais... D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire accumulation, intensification? Accumulation, ça veut dire accumuler du volume avec une méthodologie potentiellement, on va chercher plutôt à augmenter les séries ou le nombre de répétitions qu'on va effectuer au cours du mois, d'accord? Et intensification, c'est plutôt chercher à augmenter la charge en baissant peut-être un petit peu le volume ou en maintenant le volume. Mais du coup, on ne bougerait pas sur le volume. Donc ça voudrait dire que une méthode d'accumulation, là on va essayer d'enlever tout ça. Une méthode d'accumulation, ça serait plutôt augmenter le nombre de séries. Donc on va essayer d'écrire là-dessus. Par exemple, il peut être effectué en semaine 1, semaine 2, semaine 3. Donc on va mettre S1, S2, S3. Je pourrais démarrer avec un 2 fois, je dis n'importe quoi, 2 fois 8 répétitions, puis ici du coup en semaine 3, 3 fois 8, et puis en semaine 4, 4 fois 8 répétitions avec un RPE, donc des répétitions en réserve entre guillemets plus ou moins, qui est resté fixe. Parce que je privilégie de monter le volume. Ça c'est plutôt un schéma type accumulation. Par contre, ça pourrait faire un premier mois. Le deuxième mois, je pourrais le faire plutôt en schéma type intensification. Et donc cette fois-ci, je redémarre avec mon 4 x 8, par exemple. Cette fois-ci, je passe plutôt RPE 7, on va dire. Et là, je vais rediminuer mon volume en cherchant à augmenter ma charge. Et là, par contre, je me mets RPE 8. Et je finis sur un RPE 9. Par exemple, ça pourrait être plutôt un schéma type intensification.
C'est juste un exemple, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de suivre ça. Mais du coup, je pourrais faire -1 accumulation, -2 intensification. Qu'est-ce que je fais sur le -3? Si je resuis ce schéma de charge-là, du coup, pour continuer dans ma surcharge progressive et mettre plus lourd, je pourrais démarrer avec un 2 x 6 par exemple. Et du coup, je ferai 3 x 6 et 4 x 6. Et ici, je pourrais démarrer avec mon 4 x 6, faire mon 3 x 6 et refinir avec mon 2 x 6. Et donc là, j'aurai potentiellement un RPE fixé sur 7 et 8, on va dire. Là, même chose, RPE 7, 8. Là, pareil, RPE 7, 8. Et là, je pourrais démarrer avec du coup mon RPE 7, sur lequel j'ai fini avec mon volume. Et là, commencer avec mon RPE 8. Et ici, terminer sur un 2 x 6, RPE 9. Mais ça, c'est une façon de faire. Il n'y a rien qui m'empêcherait aussi de faire 2 x 8, 3 x 8, 4 x 8. De refaire un cycle d'accumulation un peu plus long, mais en baissant le rep range. Donc là, je passerai à 6 ici, par exemple. Et ici, je redémarrerai mon schéma. 2, 3 et 4. Et du coup, une fois que j'ai fini mon accumulation comme ça, du coup de 8 semaines, je pourrais faire 2 x 6, 3 x 6, 4 x 6. Ok. Donc, même si c'est pas ça que je voulais dire, je pourrais faire, une fois que j'ai fini mon accumulation de 8 semaines, je pourrais repartir de mon 4, 3, 2 x 6. Donc là, je le descends en intensification, donc j'augmente la charge. Et là, pareil, je pourrais passer en 4 x 4, 3 x 4. Et ici, on finirait sur un 2 x 4. Et donc là, j'ai 8 semaines d'accumulation, 8 semaines d'intensification. Et ces 8 semaines d'accumulation ont servi à préparer ces 8 semaines d'intensification qui, du coup, passent la barrière des 80% de 1 RM ici. Donc on est plutôt orienté sur la force. Mais ça, c'est pour le lift principal. Ça ne veut pas dire que du coup, j'ai lâché mes accessoires en hypertrophie qui, eux aussi, ont évolué. Là, peut-être on était autour de 12 à 15. Là, peut-être de 8 à 12. Ici de 8 à 10, et là on est toujours autour de 6 à 8 répétitions dans cette partie-là, sur les accessoires, et donc j'ai quand même un aspect d'apport sur l'hypertrophie, malgré le fait que mon volume diminue dans tous les cas. Et après je pourrais recommencer avec des charges plus lourdes à ce moment-là, ça peut être un type de cycle. Là c'est avec des straight sets, on appelle ça, donc c'était 2 séries, 3 séries, 4 séries, des séries qui sont fixées arbitrairement. Ça peut être aussi, du coup si vous avez 2 squats par semaine, vous pouvez faire un jour volume, comme ça, et un jour intensité. Ça voudrait dire qu'un jour, vous pouvez appliquer ce schéma-là, et un autre jour, sur le jour intensité, vous pouvez juste appliquer une série de 4 répétitions, RPE 7, en top 7, point. Et donc l'objectif, c'est d'aller chercher un top 7 là-dessus, et votre volume, du coup, il sera effectué sur un jour 2. Et du coup, vous maximisez la fréquence, entre guillemets. Ça peut être fait. Ou alors, si vous voulez rajouter un peu de volume sur le même jour, vous faites 1 à 2 séries de back-off autour de 6 répétitions. Voilà. Et donc là, vous avez sur la première semaine 3 séries ici, plus de 5. Et petit à petit, vous allez monter progressivement sur 4 séries, plus du coup, on va dire 3 ici. Vous allez finir sur 7 séries par semaine sur un seul et même lift. Okay, et ça fait la bonne transition avec les notions de volume maximum sur lequel on peut récupérer, de volume minimum sur lequel on peut récupérer, okay, et de volume le plus effectif. Donc ça, c'est le MEV, MRV. Donc, et de volume maximum available, il me semble. Donc, on a le volume minimal pour déclencher une adaptation, le volume maximal dont on peut récupérer et le volume le plus efficace, entre guillemets. Donc, comment est-ce que tu le détermines? Pour le déterminer, déjà, tu vas devoir le faire un peu par empirisme ou alors en utilisant un questionnaire qui a été effectué par... alors là, j'ai un petit trou de mémoire. Chad Wesley Smith, pardon, ça y est, c'est revenu. Chad Wesley Smith sur son livre qui est sur de la périodisation d'entraînement. Il faut juste que je m'en souvienne. Je me souviens plus. Il me semble que c'est Programming. Chad Wesley Smith, je regarde dans la bibliothèque. The Powerlifting Program Design Manual, où du coup il parle du questionnaire MEV-MRV qui va prendre en compte du coup votre âge d'entraînement, si vous vous dopez ou pas, votre sommeil, votre nutrition, votre sexe, votre taille, votre poids. Plusieurs facteurs en fait qui peuvent déterminer votre capacité à récupérer d'un entraînement et donc de savoir à combien est-ce que vous pouvez du coup tolérer, combien de séries par semaine sur un seul et même exercice vous pouvez tolérer entre guillemets pour déclencher du coup votre seuil, pour déclencher une adaptation. Donc forcément au plus vous êtes avancé, au plus vous allez devoir en faire et au minimum entre guillemets. Et le maximum dont vous pouvez récupérer, au plus vous êtes débutant, au plus votre capacité de travail est basse et donc au moins vous pouvez faire de volume. Donc en vrai ça peut donner juste une indication, mais ce qu'il faut faire c'est commencer avec un volume bas, vous regardez comment la personne réagit.
Si elle le tolère bien, qu'elle dort bien, qu'elle mange bien, qu'elle n'est pas trop fatiguée, qu'elle n'est pas en mode j'ai plus envie de m'entraîner, eh ben, peut-être vous pouvez augmenter petit à petit les séries. Si vous voyez que la personne elle commence à vous dire ah, j'ai moins envie d'aller à la salle, je suis vraiment fatigué, j'ai du mal à récupérer entre les séances, peut-être que le volume est trop élevé et là dans ce cas-là il faudra baisser et donc ça vous donne des bornes hautes et basses. Donc ce qui est bien avec le MEV et le MRV c'est que ça vous donne des indications et des garde-fous sur quel est le volume minimum que j'ai besoin d'effectuer pour provoquer une adaptation. Mais si la personne elle s'est jamais entraînée, vous pouvez même commencer plus bas que la partie du volume effectif. Moi, dans les séances avec des clients qui n'ont jamais fait de sport de leur vie, ou en tout cas qui en ont fait très peu, ou ça faisait un petit moment qu'ils n'en ont plus fait, eh ben je ne regarde même pas ce MEV et ce MRV en fait. Je me demande juste, ok, il n'a pas fait de sport, on va faire 2-3 séries, 2 séries même, parfois c'est suffisant, pas besoin de lui provoquer des courbatures de l'espace, parce que même avec 2 séries, s'il n'a pas l'habitude de faire ce que je vais lui faire faire, il va en avoir, tout simplement. Donc, pas besoin de lui induire autant de stress sur son corps alors qu'il n'a plus l'habitude. Par contre, quelqu'un qui est plutôt avancé, qui a l'habitude de s'entraîner et qui continue de s'entraîner régulièrement, peut-être on peut commencer un peu plus rapidement avec des niveaux un peu plus hauts, et même là je ne conseillerais pas parce qu'on ne sait pas comment est-ce qu'il réagit, donc, tout simplement. Donc voilà, donc après il faut le voir au fur et à mesure. Et puis cette partie du volume aussi va dépendre énormément de plusieurs facteurs, est-ce que vous avez le temps de vous entraîner? Parce que si vous faites 3-4 séries, voire même 5-6 séries parfois, ça peut être tolérable, mais les séances, elles vont durer un petit peu longtemps. Donc il faut voir aussi où est-ce qu'on alloue notre énergie, parce que peut-être que vous avez besoin de faire plus du mouvement en lui-même pour progresser dessus, du squat, du dips, des tractions, ce que vous voulez, ou peut-être que vous avez plus besoin de temps d'allouer un peu plus de temps, comment dire, de votre séance sur de l'accessoire, sur de la mobilité, pour pouvoir développer aussi des capacités articulaires qui vont être nécessaires au développement de la force pour plus tard. Donc ça va être des choix stratégiques sur, d'accord, moi je crois qu'il vaudrait mieux passer du temps sur développer de la rotation interne ou externe de l'épaule pour progresser sur les dips, les tractions, ce que vous voulez, plutôt que simplement faire 10 séries de tractions. Voilà, tout simplement, je préfère prendre 2 séries en moins sur mes tractions et les mettre sur ma mobilité d'épaule pour optimiser mes tractions, voilà, plutôt que de mettre tout sur les tractions et pas pouvoir faire mon accessoire parce que ma séance est trop longue. Voilà, c'est plutôt ça. Donc après, il faut arbitrer et trancher. Donc ça, comment est-ce que je les détermine? Du coup, via un questionnaire sur le MEV et le MRV. Et le RPE et les répétitions en réserve, le RPE, il permet de donner une indication d'intensité. Le RPE, c'est Right Perceived Exertion. C'est une échelle qui permet de déterminer le niveau de fatigue atteint sur une seule répétition. D'accord? Sur une seule répétition. Enfin, sur une série, pardon. Donc ça peut être utile pour que plutôt que de programmer un 1RM, entre guillemets, fait un haut 1RM au pourcentage de 1RM, et du coup de fixer une charge qui, dans tous les cas, peut-être ne pourra pas être atteinte ou n'est pas suffisamment élevée par rapport à votre niveau de fatigue actuel. Ce qui veut dire que quand vous êtes très fatigué, vous avez un niveau de charge qui est imposé, et du coup vous n'allez pas y arriver, ou alors vous risquez de vous blesser parce que vous voulez mettre la charge qui est écrite. Et quand vous êtes très très en forme, vous ne pouvez pas profiter de votre niveau de forme pour aller stimuler votre corps au juste niveau d'intensité. Donc ça permet juste de périodiser les intensités. En général, on a une périodisation par vague qui s'effectue, c'est-à-dire que la semaine 1, c'est toujours une semaine entre guillemets de référence, où on vient essayer de trouver nos charges. On ne veut pas être dans le dur dès la première semaine, parce que sinon vous n'avez plus l'opportunité de progresser sur vos charges ou sur vos séries ou sur vos répétitions au fur et à mesure des semaines qui vont arriver. Donc sur la semaine 2, il faudra choisir si on cherche plutôt à augmenter le volume ou l'intensité. Sur la semaine 3, pareil, plutôt le volume ou l'intensité. Sur la semaine 4, soit on pourra effectuer un deload. Un deload, ça veut dire qu'on va venir décharger, on va lever un peu de charge, on va lever un peu de répétition. En général, on enlève 25-30% de la charge qu'on a effectuée, parfois même 50%, et le volume, en général, on le coupe par 2. Mais c'est en général. Il y a différents types de façons de faire des deloads, ce genre de choses. D'accord ? Donc ça, c'est à regarder un petit peu dans la littérature scientifique, et c'est à voir aussi comment la personne réagit. Il y a des personnes qui ont besoin de garder une intensité un peu plus haute pour se sentir bien et pour quand même récupérer, pour pas tout perdre quand on reprend sur la semaine du mois suivant. Et il y a des personnes qui ont vraiment besoin de couper énormément et même parfois de carrément changer. Et le deload n'est pas automatique toutes les 4 semaines. Ça va dépendre du niveau de fatigue, ça va dépendre de comment est-ce que vous allez charger, ça va dépendre si vous avez passé énormément de temps au RPE 9 ou si vous avez bien géré vos vagues. Parfois même, vous pouvez enchaîner sans deload. C'est même pas obligatoire. Si vous faites des RPE 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, ça peut fonctionner. Mais si vous avez des hautes intensités avec du volume qui est assez important, au bout d'un moment, un petit deload peut être assez intéressant. Et même chose, quand vous voyez que le gars il a du mal à récupérer, qu'il commence à se plaindre peut-être de quelques douleurs ou de gênes à droite à gauche, en mode j'ai mon genou qui tire un peu, j'ai mon coude qui commence un peu à tirer,
peut-être que là, vous allez devoir faire quelques pas un peu en arrière pour éviter de trop le surcharger parce que vous avez tapé un peu trop fort dans le système. Ça peut être des premiers signes. Voilà. Ou il vous dit j'ai du mal à dormir, je récupère un peu moins bien et je sens que dans les séances je ne suis pas au taquet. Peut-être que l'intensité est un peu poussée trop haute et que la demande au niveau du corps est un peu trop élevée. Et donc là, ça peut être pertinent d'aller mettre un deload à ce moment-là. Ou même un peu avant pour éviter d'arriver sur un burn-out sportif. Donc voilà. Et donc le RPE est utilisé pour quantifier les niveaux de charge, mais à utiliser avec un 1RM. Alors ce qui est un peu compliqué, c'est plutôt sur la partie calisthenics, où là, on peut utiliser le RPE, mais du coup, on va utiliser le RPE pour le nombre de secondes qui nous resterait en réserve. C'est-à-dire que si on utilise la planche et on a 10 secondes de maximum, peut-être que, ok, je vais programmer des séries où mon max est 10 secondes, je vais programmer donc 10 secondes sur une seule série, je vais programmer peut-être 3-4 séries, entre guillemets, pour cumuler un peu plus de volume. Au début, je fais 6 secondes, puis la semaine prochaine, j'en fais 7, et puis la semaine prochaine, j'en fais 8, et la semaine d'après, j'en fais 9. Et du coup, forcément, mon nombre de temps en secondes diminue petit à petit. Et donc, l'idée, ce serait d'aller valider 3-4 séries de 9 secondes plusieurs fois. Et normalement, si vous validez 3-4 séries de 8-9 secondes, vous avez dû augmenter votre maximum de temps sous tension parce que vous avez cumulé plus de temps que prévu sur plusieurs séries, d'accord ? Plus de temps que ce que vous étiez capable de faire en une seule série, vous l'avez cumulé en plusieurs séries. Donc normalement, vous devriez pouvoir le dépasser. Donc après, on réévalue son max et on recommence. Et ça évite de dire, ok, je commence direct, je fais 10 secondes sur la première série, sur la première semaine, et je suis cramé, j'arrive plus rien à faire. Donc voilà l'idée un petit peu. Donc j'espère que ce n'était pas trop théorique. J'ai essayé d'un petit peu détailler les différents types de programmation. Pas évident parce que il faudrait carrément un tableau où je puisse me mettre debout et écrire dessus. Mais voilà, donc prépa physique 96-38, j'espère que ça ne t'a pas plus perdu et j'espère que ça a un petit peu éclairé la façon dont je ferai pour programmer moi. N'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Du coup, moi j'aime bien parce que je peux répondre sur certains podcasts comme ça et ça me fait des sujets de vidéos qui sont plutôt pertinents. Voilà. Si jamais vous voulez soutenir mon travail et le fait que j'essaie de vous apporter le plus de valeur possible à travers les vidéos, n'hésitez pas à aller laisser, je sais pas, un petit like, un petit commentaire et vous abonner sur la chaîne YouTube. Notamment, vous avez vu que je suis en partenariat avec NutriPure. Donc sur votre première commande, vous pouvez bénéficier de moins 10% si vous commandez en cliquant sur le lien qui est dans la description ou avec le code CAVATEO. D'accord, donc CAVATHEO tout attaché lors de votre première commande. Ok, ça me fera extrêmement plaisir si vous passez par ce code-là. Et après, sinon, voilà, si jamais vous voulez aller voir sur mon site internet, vous pouvez réserver un appel avec moi pour qu'on puisse discuter un petit peu de votre situation pour des suivis en ligne. Et sinon, vous avez le formulaire aussi que vous pouvez utiliser pour faire une demande de coaching en présentiel sur Marseille ou en ligne aussi, et qui débouchera soit sur un appel, soit sur une première rencontre pour la prise de rendez-vous en présentiel avec un bilan offert pour pouvoir déterminer un petit peu si l'accompagnement peut correspondre à vos attentes et si je suis en capacité de vous accompagner ou pas pour atteindre votre objectif. Donc à la prochaine, j'espère que ça vous a plu et d'ici là, on se revoit bientôt.